7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Le gouvernement est revenu sur ses promesses en matière de croissance économique et ça tombe bien puisque personne n'y croyait. Bruno Le Maire a annoncé dimanche un plan d'économie immédiate de 10 milliards d'euros, soit 2% du budget de l'État. C'est la première fois qu'un tel tour de vis au niveau des dépenses publiques est annoncé sous le mandat d'Emmanuel Macron. Une annonce faite de surcroît en début d'année, à peine 2 mois après l'adoption du budget de 2024, fin décembre. Selon les chiffres du ministère de l'économie, le budget de l'État a vu ses dépenses augmenter significativement ces dernières années après la pandémie du Covid en 2020, passant de 330 milliards d'euros en 2019 à 455 milliards en 2023. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement ? On en parle ce matin avec l'économiste Philippe Murer. Bonjour. Bonjour Liselotte et merci pour l'invitation. Mais merci à vous d'être parmi nous. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la France s'est retrouvée dans cette situation d'endettement et quelles sont les principales dépenses publiques qui aujourd'hui plombent la croissance économique du pays ? La situation d'endettement de la France, en fait, c'est la situation d'endettement d'à peu près tout l'Occident. On avait 20% de dette publique sur PIB dans les années 70, dans tous les pays occidentaux. On est aujourd'hui à 110% en France, 125% aux États-Unis, 140% en Italie, un peu moins en Espagne, on doit 100%. Voilà. Et donc, ça va mal partout, il y a une dette partout. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un véritable choc sur la politique économique de la France et savoir des conséquences, ce que fait Bruno Le Maire. Parce que, rappelez-vous, il a déjà augmenté de 6 milliards d'euros, en fait, les taxes sur l'électricité au 1er février. C'est pour ça que les factures augmente de 10%. Là, il rajoute une coupe de 10 milliards d'euros dans les dépenses de l'État. Donc, ça veut dire 10 milliards d'euros, ça représente environ 60 000 emplois publics. Bien que tout ne sera pas fait sur l'emploi public, mais une partie. Ça donne un ordre d'idée. Donc, en fait, la France, les services publics, qui ne fonctionnaient déjà pas par manque de personnel, c'est-à-dire à peu près tous les services publics, hôpital public, police, justice, enseignants pas remplacés, eh bien, ça va être encore pire. Et la France, qui était au bord de la récession, on a 2 trimestres de croissance zéro au 3e et 4e trimestre 2023, va basculer fortement dans la récession, ça va accentuer la récession. Donc, dans le détail, sur ces 10 milliards d'euros, il y a 5 milliards d'euros d'économies dans les ministères, 750 millions pour les recrutements, 750 millions pour les achats qui vont baisser, donc aux entreprises privées, et puis moins de déplacements d'agents et moins de biens immobiliers pour le travail des agents. Et il y a 5 milliards d'euros de baisse pour les dépenses publiques, donc 1 milliard pour la prime rénov', alors même qu'on force les gens à rénover leur logement, à isoler leur logement. Il y aura beaucoup moins d'aides. Déjà, c'est des aides limitées en fonction des revenus. Et puis, il y a 800 millions d'euros de coupes dans l'aide au développement, 400 millions pour le fonds vert et 350 millions, grosso modo, pour la formation qui va baisser les plans de compétences, les comptes personnels de formation, etc. Donc, on voit qu'on a un bilan de Bruno Le Maire qui est extrêmement peu brillant et qui risque de s'accentuer. On avait un déficit public de 4,9% du PIB en 2023, qu'il espère ramener à 4,4% du PIB. À mon avis, c'est illusoire, avec une dette publique qui a augmenté sous Bruno Le Maire de 900 milliards d'euros en 6 ans et demi. Alors, selon vous, est-ce qu'il aurait fallu faire des économies ? Oui, en tout cas, faut faire de façon complètement différente. Les économies, il aurait peut-être fallu les faire sur le fait Macron a donné, vous vous rappelez, 3 milliards d'euros pour la guerre en Ukraine il y a quelques jours. On va revenir dessus, justement. Ouais, tout à fait. L'Union européenne, il y a un mois, a donné 50 milliards d'euros. Ça fait une contribution de la France entre 8 et 10 milliards d'euros, vu son taux de financement. Et Macron, on sait, balance l'argent public partout. En fait, ce sont des xénophiles et des francophobes. Il balance 1 milliard d'euros, par exemple, en Afrique du Sud, pour aider à la décarbonation, arrêter les centrales à charbon et les remplacer par des centrales au gaz. Et n'oublions pas qu'en plus, là où il aurait pu couper dans les dépenses publiques, Bruno Le Maire, c'est par exemple, il a continué à émettre, alors même que l'inflation redémarrait, des obligations d'État indexées sur l'inflation, ce qu'on appelle les OATI. Et ça a coûté 15 milliards d'euros, le surcoût à cause de l'inflation des OATI, dont les taux servis dépendent du niveau d'inflation. Quand vous avez 5% d'inflation, ça a coûté 15 milliards d'euros, tout cela, aux dépenses de l'État l'année dernière.
C'est un scandale absolu. Et on rappelle que Bruno Le Maire avait répondu à l'Assemblée nationale face à ce scandale des OATI, qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on va couper aujourd'hui. Les banquiers et les assureurs en sont contents. Oui, mais les Français en sont pas contents, quoi, en fait. Et tout le problème, si vous voulez, c'est que au moment où toute l'Europe est en récession, comme l'Allemagne, ou au bord de la récession, on a l'impression qu'ils recommencent comme en 2012-2014, où au moment où l'Europe était au bord de la récession, on coupe dans les dépenses de l'État. Eh bien, ils avaient entraîné une récession complètement folle qui avait plongé la Grèce dans une austérité ensuite remarquable et un endettement public dingue. Et en même temps, donc, récession et dette publique et déficit public qui s'accentuent. C'est une très mauvaise politique économique. La Grèce, bien qu'elle ait subi l'austérité, a 180% de dette sur PIB. Donc, c'est une erreur de politique majeure et c'est 10 milliards d'euros de baisse des dépenses de l'État à ce moment-là. C'est 0,3% de PIB. Ça va être donc 0,3% de croissance en moins au minimum et moins de recettes fiscales. Donc, une amplification de la récession, du déficit public. Le vrai problème de la France, ce n'est pas la dette, c'est l'absence de croissance. Je veux dire, on a un déficit public et une dette publique absolument énorme, mais c'est le problème de tout l'Occident qui ne produit plus rien. Les États-Unis ont un déficit public de 7% du PIB et une dette publique de 125% du PIB. Voilà où nous en sommes. Alors justement, j'allais vous demander où se situait notre croissance économique par rapport aux autres pays européens, mais vous avez peut-être déjà un petit peu répondu. Finalement, on est un petit peu tous dans le même panier. Je peux poursuivre. C'est vrai que c'est vraiment important et je peux vous donner quelques chiffres. J'avais eu la même idée que vous de repérer un peu où on en est parce qu'on a peu d'informations dans les médias classiques. Effectivement, Bruno Le Maire a voulu faire une guerre économique et financière totale à la Russie, on se rappelle, mais c'est plutôt la France qui l'a coulé et qui l'a planté. En fait, la croissance en France, c'est 0,9% du PIB en 2023, 1% prévu en 2024, alors que la Russie, c'est 2,4% et 3,6% de croissance respectivement. Mais c'est toute l'Europe, si vous voulez. L'Allemagne, sa croissance, c'est moins 0,3% en 2023. Vous voyez, ça, aucun grand média l'a claironné. L'Italie, c'est 0,7%, la France, 0,9%, la Russie et les États-Unis, grosso modo, 2,5%. Mais même, ça remonte à plus loin. Quand vous reprenez la croissance depuis 2017, depuis que Macron est au pouvoir, on a 0,9% de croissance par an. Donc, c'est catastrophique. Et en Allemagne, c'est encore pire, on a 0,4% de croissance par an. La production industrielle, depuis cette période, depuis que Macron a pris le pouvoir, c'est moins 3,6%. Mais en Allemagne, c'est pire encore, c'est moins 15%. Moins 15%, c'est l'Allemagne qui se désindustrialise. Et le déficit commercial en France, en 2016, c'était 50 milliards. Avec Macron, il a doublé à 100 milliards. Tout ça, c'est parce que l'Union européenne détruit la production. On ne produit plus rien en France, mais aussi en Europe, par des mauvaises décisions de politique économique. Il n'y a pas de protection pour les entreprises et les entrepreneurs, pas de projet pour l'industrie qui coule partout. Et puis, toutes ces hausses de prix de l'énergie sont en train de détruire la croissance en Europe. C'est pour ça aussi que la production industrielle coule en Allemagne. Voilà, donc on a cela, on aura bientôt les taxes carbone. Et pour montrer le niveau, parce que de problèmes qu'on a aujourd'hui, les indices dans l'industrie démontrent que la France est à peu près au même niveau qu'en 2009, pendant la grande crise de 2009. Pareil pour la construction et pour les services, c'est guère mieux. Pareil pour l'Allemagne. Si on rajoute à ça un plan d'austérité, on va avoir une France et une Europe qui vont vraiment couler. C'est tout à fait inquiétant. Alors, vous venez de le dire, l'Union européenne détruit la production et vous l'écrivez aussi sur votre compte X, c'est l'Union européenne qui impose le retour à l'austérité. Est-ce que donc la solution pour vous, ça serait de sortir de cette Union européenne ? Très clairement, ça serait vraiment de sortir de cette Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, pour nous enrichir et pour faire baisser la dette publique et le déficit public, il faut produire plus ici, se réindustrialiser, donc se protéger. Ça, c'est fondamental. On l'a vu pour l'agriculture avec les agriculteurs qui nous l'ont dit pendant des semaines et qui continuent à le dire. Je vais vous donner un exemple. Vous pourrez, si vous sortez de l'Union européenne, toutes les subventions à la transition énergétique, déjà, vous pouvez les étaler, mais surtout les réserver à toute la production française. Les pompes à chaleur, si on les subventionne, elles sont fabriquées en France, ce qui est parfaitement logique, tous les pays du monde le font. Les fenêtres et les matériaux isolants fabriqués en France. La commande massive de trains à hydrogène à Alstom doit être faite pour remplacer les locomotives diesel. Et à ce moment-là, on s'y retrouve. On produit des trains en France, on fabrique l'hydrogène en France au lieu de fabriquer du diesel à partir de pétrole importé. Il faut mettre le paquet sur l'avion à hydrogène, qu'on est capable de faire dans les 10 ans
selon Airbus et le groupement industriel de l'aéronautique. Et là, la France, qui est très forte à ce moment-là, aura un avion à hydrogène et pourra faire marcher ses avions à hydrogène avec des coûts équivalents de l'hydrogène produit en France. Et pour tout cela, si vous voulez, il faut investir à fond dans un plan Mesmer 2, un plan pour doubler le nombre de centrales nucléaires françaises, puisque s'il faut se passer de pétrole, à terme, autant utiliser du pétrole fait en France, c'est-à-dire de l'électricité nucléaire et de l'hydrogène qui vient de ces centrales nucléaires. Tout cela est évidemment complètement impossible dans l'Union européenne. C'est pour ça que notre politique économique coule. Elle coule en France, mais elle coule encore plus en Allemagne aujourd'hui et dans toute l'Union européenne. Et tous ces projets pour réindustrialiser, protéger et développer nos entreprises, cela est possible si la France définit elle-même ses lois. Alors justement, vous êtes très critique à l'égard de la politique du Rassemblement national à la veille des élections européennes et vous regrettez l'absence d'une union des souverainistes formulée d'ailleurs par Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous pensez que cette union des souverainistes pourrait résoudre le problème ? Tout à fait. Concernant le RN est souverainiste, on le rappelle, jusqu'en 2017. Le plan de Marine Le Pen, c'était très clairement de dire on ne peut rien faire dans l'Union européenne, donc on fera des négociations avec l'Union européenne et on fera voter par référendum les Français pour savoir s'ils veulent rester ou non dans l'Union européenne. C'était un Frexit, en fait, décidé par référendum. Malheureusement, l'Union des souverainistes, effectivement, ceux qui défendent la souveraineté nationale, mais bien entendu aussi l'identité nationale, qui sont les deux faces de la même médaille, eh bien, ce sont les seuls, ceux qui défendent les deux à la fois, qui peuvent résoudre les problèmes de la France, tant sur le problème des flux d'immigration que sur le problème de l'économie, puisque c'est eux qui veulent le retour dans les mains françaises du pouvoir, le fait que le président puisse faire quelque chose, puisse décider de notre destin. Malheureusement, ils ont décidé d'être séparés pour les élections européennes. Et effectivement, comme ils sont séparés, ils sont divisés et ils pèsent moins. Et effectivement, c'est là où on a une vraie catastrophe, c'est-à-dire que tout ce qui peut nous sauver, retrouver la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, la liberté de la France, eh bien, est mis de côté par cette division des souverainistes que je regrette assez profondément. Alors, il nous reste 1 minute pour conclure une question qui mériterait peut-être une thèse. Vous vous proclamez gaulliste, Philippe Murer. Qu'est-ce que ce serait être économiquement gaulliste ? Gaulliste, je vais vous le dire très simplement, c'est en 1945 quand De Gaulle, après avoir gagné la guerre avec les Américains, les Anglais, mais aussi la France libre, qu'il représentait et libérait Paris, prend le pouvoir. Il retrouve une France exsangue, sans usines, complètement ruinée, les usines qui ont été souvent délocalisées en Allemagne pour les besoins de la guerre. Et il a une dette de 200% du PIB. 200% du PIB. Que décide-t-il ? Il décide, au lieu de faire l'austérité que lui demande le socialisme en France, de faire un grand plan de relance de la France, de grand plan de croissance, finalement. Et il crée même après cela, on crée la sécurité sociale et on se retrouve avec une croissance de 3-4% par an pendant 30 ans en France et avec une réduction du déficit public et de la dette publique qui passe de 200% du PIB à 7% du PIB en 1973. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour réduire le déficit, il faut avoir une politique qui crée de la richesse. En France, c'est le cas dans tous les pays. Et malheureusement, cette politique ne créant plus de richesse depuis les années 80, eh bien, on a un problème de déficit et de dette publique. Merci beaucoup Philippe Murer de nous avoir décrypté ces annonces de Bruno Le Maire qui, on le disait, sont parfois assez floues pour nous autres Français moyens. Je rappelle que vous êtes ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble. Vous êtes auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro et de ses livres Comment réaliser la transition écologique sorti en 2020 et Sortir du capitalisme du désastre en 2021. Tous deux aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci Philippe Murer.